Salut à tous les artistes qui me regardent, aujourd'hui on va aller voir une zone pivot, une zone hyper importante à suivre de près et je pèse mes mots. Donc on va pas tourner autour du pot très longtemps, on va pas y aller par quatre chemins, on va pas tortiller du cul pour chier droit, je peux t'en donner plusieurs encore si tu veux. Bref, bon, les dates qui sont importantes à regarder, c'est quoi? C'est les dates de sortie, d'approbation des ETF sur le monde de la crypto-monnaie. On l'avait vu sur l'ETF Solana qui risquerait d'être approuvé et tu le sais dans le passé, à chaque fois qu'on a eu des super nouvelles comme ça, donc l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum, ça a marqué des points pivots. Et concernant le pivot, c'était souvent des pivots qui nous ramenaient vers le bas, avec des petites corrections qui faisaient mal à tout le monde. Mais ça, finalement, la direction du pivot, ça va dépendre d'une part du contexte, mais secondo, est-ce que la nouvelle a été pricée? Est-ce que tout le monde est au courant que ça va passer, ou alors est-ce qu'on a un peu d'incertitude? Typiquement, si tu regardes Polymarket, comme tu peux le voir, pour l'ETF Solana, il y a 91% de chances, du coup, qu'il soit approuvé avant la fin de l'année 2025. Donc on a 91% de chances que ça passe sur Solana, sur Ripple 84, sur Doge 74, 83 sur Litecoin. Cardano, on a 75% de chances. Bon, les gens sont hyper bullish et c'est plutôt normal parce que maintenant, à la tête de la SEC, donc l'organisme américain qui va décider si oui ou non les ETF sont approuvés, eh bien c'est quelqu'un qui est pro-crypto et qui avait travaillé dans des projets du monde de la crypto, notamment RSR, entre autres. Stop. Il y a la moitié des personnes qui me regardent et qui sont pas abonnées et qui en plus ne laissent pas de like. Ça coûte rien, on donne la force aux poissonniers marseillais. Allez, on reprend. Donc si on se focus 2 petites secondes sur la colonne des dates butoirs à laquelle la SEC devra donner une réponse, un refus ou une approbation, comme tu peux le constater, on est entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Et ça vient correspondre pile poil, ok, avec la période où le Bitcoin a toujours fait un top dans son histoire, dans tous les cycles, il a toujours fait un top entre le 34e et le 35e mois. Donc tu te focuses du coup sur le bottom du cycle, donc depuis le dernier bull run et maintenant, hop, et tu tires 34 à 35e mois. Du coup, ça t'amène quoi? Ça t'amène entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors c'est pas dit que ça se passe de la même manière, qu'on aille faire un top sur le Bitcoin le 34e au 35e mois, mais c'est quand même curieux de se dire que le Bitcoin a toujours topé pile poil entre le 34e et le 35e mois. Et là, en plus, on apprend qu'on pourrait avoir une zone, du coup, où la SEC apporterait une nouvelle complètement folle, où les institutions pourraient acheter des crypto-monnaies via des ETF, via quelque chose qui est régulier. Et la question à se poser, c'est voilà, est-ce qu'il y a réellement une demande? Et tu peux le voir, maintenant, on le sait, on a plein d'entreprises qui commencent à acheter de la crypto-monnaie, qui achètent du Solana, ou alors, voilà, des entreprises qui sont liées à des stablecoins, elles ont explosé ces derniers temps. Tu l'as vu avec Circle, tu le vois avec plein de valeurs boursières qui commencent à acheter des crypto-monnaies dans leur trésorerie, et forcément, ça attire les investisseurs, ça les pousse à investir dans ces valeurs-là et les cours de ces dernières montent. Et donc à la question, est-ce que les ETF crypto, il y aurait une demande? Ben oui, maintenant oui, parce que tu le sais que les gens de la crypto, on est plus friands d'être sur des choses qui sont corrélées au monde réel, mais finalement de rester sur le monde de la crypto-monnaie. Il y a eu plein d'études qui ont été réalisées qui ont dit qu'en France, même aux États-Unis, la plupart des jeunes, ils avaient uniquement de la crypto et pas forcément de bourse. Et donc la première réflexion qu'on peut se dire, c'est ok, ça va apporter énormément de valeur sur les crypto-monnaies qui vont être sélectionnées, qui vont avoir un ETF collé aux fesses. Ça, c'est la première chose. Forcément, c'est l'offre et la demande. S'il y a plus d'argent qui rentre, comme pour le Bitcoin par exemple, il va y avoir une nouvelle porte avec un influx massif. Et ça va valoriser le cours du token à un moment donné, à moyen terme, long terme. Bon, ça c'est la première réflexion. Mais la deuxième réflexion, c'est de se dire, regarde, à chaque fois qu'on a eu une super nouvelle et que les gens s'y attendaient, qu'on était vraiment extrêmement bullish là-dessus, eh bien à court terme, si tu te places en daily, tu le verras un petit peu mieux, on a corrigé. On a corrigé mais vraiment salement. Là par exemple, lancement d'ETF Ethereum, boum, on se mange moins 25%. Ici, approbation de l'ETF Ethereum, boum, moins 25%. Approbation de l'ETF Bitcoin, boum. Enfin bref, on les a déjà vus ensemble, mais grosso modo, à chaque fois qu'on a des super nouvelles qui sont pricées par le marché, on n'a pas trop d'incertitude là-dessus. Les market makers, les institutions, les baleines, enfin bref, tous les gros bonnets, ils en profitent finalement pour vendre. Parce que rapidement, le marché, il commence à se valoriser et puis directement, boum, c'est la déringolade. Et je tiens à te le rappeler, la seule fois où on a eu une super annonce qui a été très bien pricée et qui a lancé une grosse jambe haussière sur le Bitcoin, c'était l'annonce officielle de Tesla achetant du Bitcoin à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Sauf que là, Elon Musk, il l'avait gardé pour lui. Il l'avait pas partagé, il y avait zéro rumeur à l'époque. Et on était tous comme des fous, le Bitcoin, il était parti en flèche. Bon, et donc comme tu peux le voir, la première date butoir, ça va être pour le Litecoin, c'est le 2 octobre 2025. Et donc, moi je vois 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est de se dire, ok, la SEC, elle balance tout d'un coup, ça fait une nouvelle qui est complètement folle, et c'est tellement important que vraiment il faudra se prémunir à ce moment-là. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, un petit peu plus vicieux que je vois, ça serait que la SEC
approuve petit à petit, tu vois, crescendo. En fonction des dates, là, voilà, elle respecte les dates. En premier, elle met l'ETF Litecoin, par exemple. Et du coup, le marché, boum, il monte, il va en flèche. Waouh! La semaine prochaine, les amis, on a Solana. Ok, ben on achète tous. Solana, ça monte. Et on continue. XRP, ça monte. Dogecoin, ça monte. Cardano, à chaque fois qu'il y a un ETF, c'est le narratif, il y a tout qui monte. Et puis vers le dernier, tu vois, par exemple, le SUI qui arriverait au mois de décembre. Et là, dégringolade. Tout le monde a acheté, tout le monde a mis sa maison, a vendu son chien pour acheter des nouvelles crypto-monnaies. Et là, c'est terminé. On plie bagage et on se donne rendez-vous dans 4 ans. Donc de toute manière, on aura le temps d'en reparler. Mais selon moi, c'est vraiment des dates qu'il faudra surveiller de très près. Ensuite, si on se fait un petit point sur le Bitcoin, les choses qui ont changé depuis hier, c'est que maintenant on a passé la borne supérieure. Hier, on s'est repéré ces deux bornes, tu vois, aux alentours des 101 000, 102 000 dollars et la borne qui est aux alentours des 107 000. Et on s'est dit, il y a un scénario, il y a un monde où on vient passer la borne supérieure, on fait une espèce de pullback et on repart un petit peu plus haut. Il semblerait que ce soit le scénario qui soit en cours. Donc maintenant, on a une target au-dessus de nous qui correspond à la borne supérieure de cette espèce de canal descendant qu'on tire derrière nous depuis maintenant le mois de mai. Et évidemment, on va avoir de grosses résistances, tu vois, aux alentours des 108, 109. Si on passe cette zone qui correspond d'ailleurs à la poche de liquidité qu'on a au-dessus de ce top, et puis ensuite, regarde-moi ça, c'est tout jaune, c'est tout fluo, c'est tout beau. Donc si on arrive à passer cette zone, ben voilà, on pourrait aller un petit peu plus haut, mais il faut faire attention parce que là, on a quand même énormément de pression vendeuse et à chaque fois que tu vas grignoter là-dedans, il faut pas oublier que c'est des bitcoins qui se vendent. Et là, tu vois un petit peu plus clair, comme tu peux le constater. Regarde, là, au-dessus de notre tête, on a 400 bitcoins, 400, 400, 500, 400, et en direction des 110 000 dollars. 380, 400, bon voilà, on a énormément de liquidité au-dessus de notre tête. Ce qui est intéressant de noter tout de même, c'est que les funding rates sont toujours négatifs. Les funding rates sur le Bitcoin sont dans le moins, ils sont même pas bas, ils sont carrément négatifs et pour Ethereum, c'est la même chose. Ils sont un tout petit peu plus haut, mais voilà, c'est quand même extrêmement bas et ça c'est plutôt encourageant, d'autant plus qu'on est extrêmement proche de cet amas de liquidité. Et parallèlement à ça, ce qui est plutôt intéressant de noter, c'est que les moyennes mobiles, les 50, 100 et 200, donc la 50 elle est en vert, ok, c'est celle qui est plus proche du prix, c'est le prix sur 50 jours qui est moyenné, en orange c'est 100 jours et la rouge c'est 200 jours. Comme tu peux le voir là, on a eu un cross qui s'est déroulé du coup à partir du 15 mai grosso modo. On a eu la 50 qui est passée au-dessus des deux et là maintenant ça y est, c'est bel et bien officiel, on a la 100 qui repasse au-dessus de la 200. Et là c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant. Après, à garder à l'esprit que sur le Bitcoin, il n'est pas impossible, tu vois, d'avoir ce genre de choses là, d'avoir un fake, hop, où tu fais ce truc là et au final on part tous à la cave. C'est un scénario qui n'est pas inenvisageable, mais statistiquement, tu as plus de chances d'avoir une continuation haussière sur le Bitcoin lorsque tu as ce genre de configuration. Et dans l'histoire de Bitcoin, voilà, cette structure, elle est quand même plutôt favorable. En revanche, ce qui est un petit peu décevant, c'est la Bitcoin dominance. Le Bitcoin, il part tout seul, bon, comme à son habitude pendant ce cycle, et puis il laisse tout le monde derrière lui. Comme tu peux le voir, la Bitcoin dominance, on est venu rebondir sur la borne supérieure de cette espèce de canal-là qu'on a repéré ensemble depuis un certain moment. Et hop, une fois touché la borne supérieure, on repart à la hausse et on se mange encore un 1% de hausse sur la Bitcoin dominance. Donc forcément, ça ne pousse pas les altcoins à prendre de l'énergie pour aller un peu plus haut. Après, à se rappeler tout de même qu'en général, lorsque tu as un crash de la Bitcoin dominance, ça ne prévient pas. Tu vois, en général, tu n'as pas des structures, tu n'as pas des M ou des choses qui se forment. Ça vient d'un coup d'un seul, ça prévient personne. Tu vois, comme ici, là, par exemple. On n'avait même pas fait de M, on n'avait rien fait du tout. Bon, on avait des divergences baissières sur le RSI, mais là, on en a tout le temps. Ça fait des mois qu'on a des divergences baissières. Et puis, lorsque ça cède, ça cède. Ça cède d'un coup d'un seul. Et puis, tu n'as pas le temps de le voir venir. Il faudra suivre ça, mais un bon signal, ça serait dans un premier temps de réintégrer cette espèce de canal haussier en cassant la borne inférieure de ce canal. Et concernant Ether, bon, même si on est remonté au-dessus des 225 milliards de dollars, ça tire un petit peu la gueule. Hein. Ça tire un petit peu la gueule parce que la Bitcoin dominance, elle prend toute la force et forcément, il ne reste pas grand chose pour les altcoins pour le moment. D'autant plus qu'on est venu s'appuyer sur cette espèce de résistance qui est extrêmement importante, tu vois, entre les 239 milliards et les 249 milliards. Je pense que si le Bitcoin passe les 110 milliards de dollars, là, on pourrait avoir Ether qui irait dans cette direction, qui irait chercher la borne supérieure et pourquoi pas nous faire un breakout. En attendant, la configuration, elle est toujours optimiste parce que tu as un canal baissier avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur de celui-ci et en principe, tu es censé répercuter cette jambe haussière, boum, en sortie de ce canal. Alors quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver maintenant? Est-ce qu'on va mettre un petit peu plus de temps? Il y a l'été qui approche, il y a cette zone bien rouge là qu'on analyse ensemble qui devient un petit peu complicado, qu'on analyse depuis un certain moment. Donc écoute,
De toute manière, on va suivre ça de près. Ensuite, si on fait le point rapidement sur Jérôme Powell et une petite activité qui est en train de se passer du côté du gouvernement de Donald Trump. Jérôme Powell, il a fait son petit discours. Comme à son habitude, il n'a pas été optimiste, mais il nous a cassé un petit peu moins de sucre sur le dos. Et ça, c'est plutôt notable et ça fait plaisir. Mais dans un autre côté, on a eu une petite déclaration de la part du second de Donald Trump, J.D. Vance, qui a annoncé « J'aimerais entendre un argument expliquant pourquoi Powell a réduit les taux de 50 points juste avant l'élection présidentielle, mais il ne peut pas le faire maintenant avec une inflation qui est plus faible. » Et c'est la vérité, l'inflation elle est plus faible. Alors, il y a des gens du coup qui seraient partisans de Jérôme Powell qui te diraient « Oui, d'accord, mais il n'y a pas les tarifs douaniers, etc. » D'accord, sauf que les tarifs douaniers sont arrivés à partir du mois de mars-avril, et personne ne le savait. Sauf que janvier, février, mars, il ne s'est rien passé. Il a toujours eu le même discours qui était pessimiste, alors qu'il n'y avait pas les tarifs. Donc maintenant, cet argument vient se rajouter sur la table, mais c'est vrai qu'il a toujours eu ce côté un petit peu grincheux depuis l'élection de Donald Trump. Donc voilà, est-ce que ça va continuer? Eh bien on l'espère pas, et comme tu peux le voir, Jérôme Powell, il a pris le mic une nouvelle fois. Il a annoncé estimer que des futurs accords commerciaux pourraient créer des conditions favorables à une baisse des taux directeurs par la Fed. Donc selon lui, lorsque la pause des tarifs douaniers sera terminée, qu'on aura un petit peu plus d'informations aux côtés des Chinois, des Européens à travers le monde, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans la gueule, qu'est-ce que nous, on va leur mettre dans la gueule. Bon, ils auront plus de data et les centaines de fonctionnaires qui travaillent pour faire une petite courbe d'inflation, ils auront plus de données du coup pour pouvoir juger si c'est possible de baisser les taux ou pas. Pour l'instant, le mois de juillet, si tu écoutes les sondages, c'est pas très bullish pour une baisse de taux. Mais bon, on suivra ça ensemble. Ensuite, on faisait un petit point sur le classement de Coinbase dans l'App Store américain bien sûr. Comme tu peux le voir, il a pris quelques places et on est en train de faire un beau petit W et ça, c'est plutôt encourageant. Ça, c'est plutôt encourageant. Actuellement, on est à la 326e position, donc encore rien de fou. Pas encore d'enflammade, d'accord, mais on a fait un beau petit W, et tu le sais, les W, les M, etc., ça marche. Hein. C'est pas uniquement dans le trading, on l'a vu avec Trueflation, ça a marché. Malheureusement, on a fait un gros W qui nous a amené au-dessus de 2%. Là, pour le coup, il semblerait que voilà, Coinbase sont en train d'attirer de plus en plus de retails. Donc, si les gens téléchargent Coinbase, ça veut dire que les gens se réintéressent petit à petit. Attention, petit à petit. Si on fait un plongeon sur les ETF de Bitcoin, on a eu un inflow de 588 nouveaux ETF achetés et 436 de la part de BlackRock. Et du côté d'Ethereum, on a 71 nouveaux ETF Ethereum qui ont été achetés et 98 de la part de BlackRock. Donc c'est un inflow qui est plutôt sympathique. Mais pour l'instant, avec les inflows, etc., je pense que ça ralentit un petit peu les investisseurs qui investissent via les ETF. Et donc on n'a pas une barre hebdomadaire qui est bien plus haute que celle-là. D'accord? Donc on est un petit peu dans la même configuration qu'on avait eu juste ici. Tu vois, c'est extrêmement proche. Et donc, c'est à garder à l'œil. Parce que tu vois, typiquement, là, si on n'avait pas eu d'extension à la mi-janvier approximativement, qu'on avait eu seulement une distribution, c'est parce qu'en grande partie, on était privé par cet argent qui arrive par les ETF qui est devenu crucial maintenant. Donc, si on veut avoir une expansion, je pense que pour le Bitcoin, ce sera nécessaire. Voilà, même obligatoire d'avoir vraiment un gros inflow, une semaine full, au moins une. Dans le cas contraire, ça risquerait d'être compliqué pour faire un petit peu plus qu'une distribution. De toute manière, on l'espère. Alors, le président Trump, il a parlé, il a pris la parole et il a déclaré qu'il avait déjà commencé à interviewer des candidats pour remplacer le président de la Fed, Jérôme Powell. Donc, c'est vraiment plutôt marrant parce qu'il est encore en place, tu vois, mais ça, il commence à faire des entretiens d'embauche pour foutre à la porte Jérôme Powell. Et la réflexion que j'ai eue, que je vais te partager, c'est que, ok, Donald Trump, avec lui, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Et tu l'as vu ces derniers temps. Est-ce qu'il ne trouverait pas une solution pour mettre à la porte Jérôme Powell, mettre quelqu'un du coup qui va dans le même sens politique que lui, qui ferait de l'impression monétaire, du quantitative easing maximum? On partira en récession plus tard, d'accord? Mais pendant quelques mois, il y aurait de l'argent à flot qui arriverait sur les marchés. Donc, c'est un scénario qui est quand même peu probable d'arriver, mais avec lui, tout est possible. Donc, vraiment, si ce genre de choses arrive, tu imagines l'argent qui arriverait sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, ça serait complètement fou. Ça m'est passé par la tête, et puis j'ai envie de te dire, on a le droit de rêver. Tout est possible, quoi. Et puis, rendons à César ce qui appartient à César. Il y a Monsieur TK qui nous a repartagé un post qui a été publié par CryptoQuant, sur lequel tu peux voir finalement les ventes de Bitcoin qui sont possédées par les mineurs
mineurs de BTC eux-mêmes. Et tu le sais, dans l'histoire, on aime bien regarder les mouvements des mineurs de Bitcoin. Pourquoi? Parce que ils ont tellement de Bitcoin qu'ils acquièrent d'ailleurs par le mining de Bitcoin. Ils sont obligés d'en vendre une partie. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de faire tourner la machine. Ils ont des coûts, ils ont des frais, ils ont de l'humain à payer, etc. Donc ils sont obligés de temps en temps d'en vendre. Et pourquoi pas en vendre lorsque le Bitcoin est plus haut? Bon. Et donc comme tu peux le voir, on a toujours eu une corrélation entre la vente des Bitcoins possédés par les mineurs et le cours de Bitcoin. Tu vois, là c'était le cas. Ici c'était le cas après l'élection de Donald Trump. Et pour l'instant, on est à contre-courant. On a une convergence avec le Bitcoin, le cours de BTC qui augmente et les ventes des mineurs qui diminuent. Et qui diminue vraiment drastiquement. Donc pour l'instant, de manière factuelle, ce que j'ai sous les yeux là, c'est pas mon avis, d'accord, c'est ce qu'on a sous les yeux, ça laisse sous-entendre que les mineurs vendront du Bitcoin à des cibles un petit peu plus haut, parce qu'elles n'ont pas encore commencé. Voilà, c'est factuel. Dans l'état actuel, du côté de BangBang BingX, on a deux bons plans intéressants. Le premier, c'est que lorsque tu viens créer un compte, tu peux récupérer des bonus à hauteur de 6 000 $. Il y a certaines tâches à réaliser lorsque tu viens déposer 100 $, par exemple. Tu viens faire un petit trade, tu achètes, tu vends directement, tu récupères un bon de 100 $. Et enfin bref, tu peux cumuler comme ça plein de petits jetons jusqu'à obtenir 6 000 $. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais secondo, la campagne très chouette qu'ils sont en train de mettre en place actuellement, et il reste 10 jours, c'est qu'en fait, tu peux obtenir jusqu'à 500 $ de bonus, mais vraiment très facilement. Regarde, là tu as les tâches à faire. Il y en a 4 à faire. En faisant un dépôt en euros ou en francs suisses de 500 $, tu viens récupérer 50 $. Ensuite, tu fais un dépôt de 1000, tu récupères 100. Dépôt de 2000, tu récupères 200 jusqu'à 500 $. Et ça, c'est déposé directement sur ton compte BingX. Donc, si ça t'intéresse de trader, tu peux venir trader avec ces bonus ou avec l'argent que tu as déposé. Mais si ça t'intéresse pas, tu viens récupérer tes bonus et puis ensuite, tu récupères ton argent. C'est le genre de bon plan où tu peux te faire en quelques minutes 50 fois le SMIC horaire. Donc, autant en profiter. Et si je suis transparent avec toi, je te dis que je suis en train de le faire à ma soeur, là, pour te dire. Et toute la famille va y passer d'ailleurs. Donc cette offre, elle est accessible uniquement en passant par mon lien. En dessous de la vidéo, en description, tu cliques sur le lien BingX. Tu viens t'inscrire ici et vérifie bien qu'à CryptoBrev, sinon ça ne marchera pas. Donc si ça t'intéresse, à toi de jouer, c'est en description que ça se passe. Ensuite, du côté de nos amis chinois, il y a un message très fort qui nous a été envoyé. C'est que la Chine légalise la possession personnelle de Bitcoin et de crypto-monnaies. C'est un message qui est plutôt symbolique, qui est fort, parce que du coup, c'est en convergence avec la politique américaine et en divergence avec celle de l'Europe. Donc c'est un très bon point, mais du côté de l'Europe, ça pourrait changer. Parce qu'il y a Bruxelles qui défie la Banque Centrale Européenne sur les stablecoins. Tu le sais que les stablecoins, c'est une vraie narrative maintenant, ça rapporte énormément d'argent à leurs émetteurs. La Commission européenne veut assouplir les règles MiCA. Tu sais, c'est les règles qui gravitent autour de la crypto-monnaie, de tout l'univers de la crypto. Elles sont hyper strictes, hyper rigoureuses, et en plus ça t'empêche de posséder toi-même ta crypto-monnaie. Enfin bref, là, ils souhaitent se détendre. Bruxelles souhaite détendre les règles de MiCA, malgré les avertissements de la bouffonne Christine Lagarde sur l'euro numérique. Donc écoute, on va suivre ça de près, mais on aimerait bien que l'Europe se calque sur les politiques à gauche et à droite. On suivra ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve demain à 5h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.